Jusqu'où peuvent aboutir les consultations amorcées par le tandem Conférence nationale épiscopale du Congo et l'Église du Congo en vue de désamorcer la crise en République démocratique du Congo? Il s'agit de la crise sécuritaire, politique et autres. Et nous le savons, ces pères des églises ont amorcé des démarches pour pouvoir chercher à réconcilier les Congolais. Déjà, c'est la première institution de la République qui est le président de la République, qui a été consulté par la Senko et l'Église du Christ au Congo. La Senko et l'Église du Christ au Congo ont également eu à échanger avec plusieurs acteurs, tant du mouvement, tant du régime en place que de l'opposition, mais aussi avec le rebelle. Et au niveau international, les tandems Senko, Église du Christ au Congo, est allé même chercher à prendre langue avec le président kenyan William Ruto. Mais pour quelle finalité? Mesdames, Messieurs, cette question est au cœur de ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres. Bonjour et bienvenue. Et sur ce plateau, pour en parler, c'est un habitué de votre plateau, de votre émission. Il s'agit de Maître Moulamba Boy, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui est le président de la société civile des intègres générations conscientes, qui est également le président de la Sentinelle du Congo. Avec lui, et donc nous allons scruter toutes ces questions. Nous parlerons également des victoires diplomatiques de la République démocratique du Congo. Maître Moulamba Boy. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Nico. Comment vous allez? Nom de Dieu fait grâce, on est là, on est debout. Alors, c'est toujours un plaisir lorsque nous sommes en face de vous, qui êtes chevronné en la matière. Vous êtes non seulement juriste, mais également acteur de la société civile et pourquoi pas, on va dire, acteur politique, parce que vous êtes également, vous maîtrisez également très bien les questions politiques de notre pays. Alors, voilà, je l'ai dit à l'entame, déjà en introduction, un dialogue préconisé par le tandem Senko, Église du Christ au Congo, pour aboutir à quoi? Je salue d'abord nos téléspectateurs qui nous suivent. Ils ont eu quand même l'habitude de nous suivre de temps en temps, malgré le petit moment de silence. En fait, pour entrer dans le vif du sujet, aborder cette question cruciale, importante aujourd'hui, je voudrais quand même dire quelque chose. Lorsqu'on est patriote, l'économie du pays vous intéresse, les questions politiques vous intéressent, donc les questions de la vie nationale intéressent un patriote. La question de savoir la finalité du dialogue Senko, protestant, je voudrais bien vous faire retourner à l'histoire de ce pays. Parce que l'histoire parle. On se réfère à l'histoire pour bâtir l'avenir. Évidemment. Parce que le présent d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Est-ce que vous avez vu dans ce pays l'Église catholique réussir sur un domaine donné? Mais non! Non! Ce dialogue préconisé par l'Église catholique et les protestants, c'est de la peine perdue. Ça a un échec qui s'annonce déjà. Pourquoi? Parce que je veux bien vous rappeler par quelques faits politiques historiques. La colonisation en République démocratique du Congo est entrée par le biais de l'Église.
fallait que le prêtre vienne pour préparer le terrain, pour que le colonisateur arrive. Qui ont torpillé la conférence nationale souveraine. Avec la 4e ou 3e voix, je me rappelle plus encore, avec ce discours-là. Ce n'est pas, c'était l'Église catholique. Qu'est-ce que vous attendez de l'Église catholique? Parce que dans l'histoire de ce pays, l'Église catholique intervient depuis la chute du régime maréchal Mobutu. Parce que pendant le règne du maréchal, l'Église catholique n'a pas eu le temps de bouger. C'est quand il y a eu certaines ouvertures qu'on a vu l'Église catholique apparaître. Non, on ne négocie pas avec un rebelle. Ça, c'est dans l'histoire de l'humanité tout entière. On combat le rebelle. Nous allons revenir sur cette question, maître, mais moi, on voudrait d'abord rester sur cet aspect de dialogue. On a constaté qu'il y avait un silence dans le pays, alors que le pays était pratiquement avec cette agression rwandaise, mais le père des églises, en l'occurrence l'Église catholique et l'Église protestante, ont pris cette initiative où personne n'a osé hausser le ton, et ils ont pris cette initiative. Est-ce que c'est la tête de l'Église catholique ou bien les problèmes, c'est le dialogue? Le deux à la fois. Monsieur le journaliste, je voudrais qu'on soit logique. Ok. Et qu'on soit sérieux aussi. Dialoguer avec qui et pour quelle finalité? Et qui invite au dialogue? Ça, ce sont des grandes questions, des questions majeures auxquelles on attend des réponses. Voilà. Quelle est la mission d'une église dans un État, dans une société? Je me pose cette question quelle est la mission d'une église? Mais c'est évangéliser. Évidemment. La tâche première. C'est évangéliser. L'Église a échoué dans sa mission d'évangéliser. C'est comme ça vous verrez, l'Église prend des initiatives qui ne cadrent pas avec sa mission première. La politique, aux politiciens, l'évangile, aux évangélistes. L'Église dans son coin, elle doit faire la Bible. Les politiciens font la politique. C'est comme ça, il y a l'harmonie dans la société. Pourquoi prendre l'initiative réservée à la politique alors qu'on est religieux? Vous allez constater aujourd'hui dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de fidèles comme avant. Parce que les gens commencent à comprendre petit à petit que l'Église ne joue pas son rôle de berger. L'Église se mixe dans un domaine où elle n'a pas la maîtrise parce que la politique, c'est un autre domaine qui n'a rien à voir avec le domaine religieux. Le costume que portent les hommes politiques en poids, qui n'a rien à voir avec les robes qui sont fluides, simples, ne pèse pas. Qu'on fasse pas la confusion. On est pasteur, aller à l'église, prêcher les gens, restez là. On est politicien, on se bat pour le bien de la cité, pour l'intérêt général, pour le bien de la population. Voilà. La sécurité du pays, la défense du pays, ça ne relève pas du domaine religieux. Ce sont de matières réservées purement à la classe politique.
Alors, maître, mais dans l'entretemps, ils sont déjà là en train de le faire, en train de chercher ce dialogue. Que dites-vous de cette consultation déjà avec le premier citoyen du pays, le président de la République, parce que les tandems Senko et CC a rencontré le président de la République. Mais est-ce que ces gens écoutent le président de la République dans ses plusieurs interventions? Il a déjà dit on ne négocie pas avec un rebelle. Le président de la République, en recevant les hommes des églises, c'était par courtoisie. C'est par courtoisie. Il est le président de la République. Il doit écouter. Il doit tendre l'oreille à tout le monde. À tout le monde. Son oreille est toujours à l'écoute de tous les citoyens. Si vous voulez le rencontrer, vous demandez l'audience et qu'il a le temps de vous recevoir, il va vous recevoir et parler avec vous. Alors, cela ne veut pas dire qu'en recevant les hommes des églises, le président a accepté de dialoguer. Non. Il va dialoguer pour quelle finalité? C'est la question que je dois répondre. Pour quelle finalité? Lorsqu'on négocie, on veut négocier avec un rebelle, c'est-à-dire on abdique la souveraineté de l'État. L'État devient faible. Le président de la République a eu comme mission de présider au destin de ce grand pays. Élu à la majorité écrasante, on lui a légué le pouvoir du peuple pour sécuriser ce peuple, pour défendre ce peuple. Alors tous ceux qui touchent à la souveraineté de l'État, vous négociez avec eux, vous avez vendu l'État. Et donc là, vous remettez en cause la démocratie, au fait, les valeurs démocratiques qui renferment justement le pays. Vous prenez quelqu'un qui a été élu au suffrage universel, il commence à négocier avec le rebelle, c'est-à-dire il cède la partie de souveraineté. Parce que ces gens ont un cahier de charge. Évidemment. Ils vont lui imposer certaines conditions. Parce que quand on négocie, c'est-à-dire, on coupe la poire en deux, 50-50, il faut être fort pour amener à 70. Mais du moment qu'on accepte de négocier, on abdique à la souveraineté de l'État. Et qui est à ce jour considéré comme le gardien de cette souveraineté? C'est le président de la République. Et je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit on ne négocie pas avec les rebelles. Le rebelle qui a marché sur le sang de milliers de Congolais. Le rebelle qui a violé nos enfants, nos femmes. Et on va négocier piller les ressources naturelles du pays en danger. Mais il a mis le pays en danger. Mais le président de la République a dit que dans cette situation dans laquelle nous sommes en état de faiblesse. Est-ce qu'on peut pas négocier alors qu'on est dans une situation de faiblesse et on ne sait pas s'en sortir? Vous savez, même les lions, le roi de la force. D'autant plus qu'ils devant une meute de loup qui va résister, mais il attendra toujours le secours des autres lions qui vont l'aider à repousser cette meute des liens. Le président de la République, lorsqu'il décrit la situation actuelle, la situation sécuritaire du pays, nous avons certainement de problèmes, mais qui ne vont jamais affecter notre détermination à défendre ce pays. Le président de la République l'a également dit. Ça ne va jamais affecter notre détermination. La faiblesse, oui. Vous savez, la faiblesse doit être corrigée.
C'est comme ça que le président de la République est en train de voir, ça n'a pas marché. Où est-ce que ça a marché? Avec qui faire, avec qui ne pas faire. Ça a un temps, ça va passer. Le Congo nous appartient, on peut nous agresser. Ce qu'il nous reste, nous, Congolais, c'est de soutenir le président de la République pour repousser cette agression. Ça a commencé depuis 2 années. Nous en parlons 30 ans aujourd'hui. D'autant plus que notre détermination reste encore intacte. Nous allons retourner la guerre de là où elle est venue. Alors, quelle lecture faites-vous de ce rapprochement très facile entre l'Église du Congo et la Senko et l'Église du Christ au Congo, ce rapprochement très facile avec le mouvement terroriste de Nanga? Alors que tout le monde se posait la question, tout le monde se pose d'ailleurs, continue à se poser la question de savoir comment ils sont parvenus à se retrouver aussi facilement ensemble. Vous savez, je ne doute pas qu'il y ait une participation criminelle de ces deux églises-là. Ils participent criminellement à commettre tous ces actes odieux, une priorité sans précédent. Et vous les avez vus, ils sont très à l'aise quand ils sont avec Nanga. Très à l'aise, bien habillés. Bon, certainement parce qu'ils disent qu'ils sont en face de leur frère congolais, Nanga. Et puis, vous savez, quand vous avez un enfant qui viole sa mère, qui viole ses sœurs, qui coupe les têtes de ses cousins, je ne sais pas comment vous pouvez le considérer comme un frère. Vous avez la facilité de rencontrer quelqu'un qui a violé ta mère, qui a violé sa propre sœur. Et vous êtes un de frères, vous vous sentez à l'aise. Allez-y comprendre. Ils sont tous en participation criminelle. Ils payeront tôt ou tard. Ils payeront tôt ou tard. On ne soutient pas un criminel, on ne soutient pas un rebelle. Il n'a aucun soutien de la famille. D'ailleurs, dans nos cultures, il est banni de la société. On ne lui parle pas, il est expulsé de la société, du clan. Il est mis dehors. Mais demain, quand il a le pouvoir, il va diriger qui? Il va vivre en harmonie avec qui? Après avoir brimé son propre frère, sœur, et demain on attend harmoniser avec qui? Ce sont des gens bannis de la société. Notre population, notre peuple doit avoir cette détermination de se réveiller et comprendre que le problème, ce n'est pas la haine que nous avons pour nos dirigeants, parce que on se sent brisé quelque part, on ne peut pas tuer ce frère parce qu'on a... Mais si vous avez des carrés miniers d'une manière irrégulière, l'État a le droit de le reprendre. Alors, maître, d'un côté, la démarche de la Senko et l'Église du Congo consistait également à rapprocher le peuple congolais. Vous êtes sans ignorer que nous traversons, le pays traverse une période très sombre où on est pratiquement dirigé par des querelles intestines. Il y a des divisions, des messages de haine qui sont propagés à travers le pays. Nous les savons, nous en savons quelque chose. La démarche de la Senko est également dans ce sens-là. Que la Senko commence ce démarche dans sa propre église. Où
doivent aller voir le paroissien, discuter sur tout ce problème au sein de l'Église. Et non se mettre sur la scène politique. Le rôle de l'Église n'est pas celui-là, je viens de le dire. Il n'y a pas de problème au Congo. Au Congo, nous avons élu un président de la République pour un deuxième mandat qu'il a commencé. On devrait les soutenir. Il n'y a pas de querelle, ce sont des querelles entretenues. Quel que soit l'initiateur d'un dialogue quelconque, parce qu'en son temps, vous allez vous rappeler, Martin Fayoulou a également initié cette démarche relative au dialogue. Pour vous, est-ce que ce sont les têtes des personnes qui initient le dialogue ou carrément vous êtes contre le dialogue? Non seulement je suis contre le dialogue, je suis aussi contre les initiateurs. Nous sommes dans un État démocratique. Pourquoi on a organisé les élections? C'est pour qu'on choisisse nos dirigeants. Et qu'il y a un dirigeant à ce jour que nous considérons comme celui qui a la guidance de la République. C'est le président de la République. Le problème dans un État sont réels. C'est aux dirigeants d'apaiser le problème de la société, de l'État. Aucune autorité compétente à ce stade, à ce niveau, ne prend à bras le corps la question. Mais vous savez, dans un État démocratique, l'opposition est là pour critiquer le pouvoir et non pour faire la guerre au pouvoir parce qu'on veut vite trouver un dialogue où on doit se retrouver. Ces anciennes habitudes de se partager le gâteau pouvoir à tout moment lorsque quelqu'un est élu 2 ans et non, il n'a pas bien géré, attendons, il sera sanctionné aux élections prochaines. S'il a mal géré, le 5 ans arrive, il est sanctionné au lieu de commencer à chercher les dialogues. Alors pendant qu'il y a un président élu dont on a donné le charge de gérer l'État, ces initiatives ont de sous-bassements cachés. On cherche seulement à mener dans des forums où on doit se diviser en cause de pouvoir. Les gens qui sont dans les crises économiques, vous parlez de Martin Fayoulou. C'est un candidat malgré aux élections présidentielles passées. Il doit attendre le moment venu pour briguer encore le mandat s'il sera élu. Qu'on laisse à Félix le temps de travailler calmement et non créer des situations, l'insécurité dans le pays. Alors maintenant, on va parler de ce comportement du Rwanda qui soutient, nous le savons, le Rwanda qui soutient le mouvement terroriste du M23 en coalition avec l'Alliance Fleuve Congo de Nanga, qui refuse catégoriquement d'obéir aux résolutions qui ont été prises à l'issue du sommet conjoint SADC-EAC, qui imposait notamment le cessez-le-feu immédiat dans la partie est de la République démocratique du Congo. J'ai eu la chance de parcourir, parce que moi-même, comme spécialiste en droit pénal international, aux origines, les organisations internationales, ce sont des acteurs politiques de la vie internationale qui ont des comportements multicouleurs. En fait, dans la vie internationale, c'est un monde de gangsters. Le droit qui organise la vie internationale, c'est un droit coercitif. On impose. On impose, mais on n'a pas de sanctions palpables. Dans la vie internationale, il faut s'imposer. Il faut s'imposer, il faut avoir des alliés. Ce que beaucoup de Congolais ne comprennent pas, le Rwanda a eu le temps de se faire beaucoup d'alliés
dans la vie internationale. C'est En que le Congo avait perdu. En l'occurrence, les multinationales. Voilà, ce sont eux qui financent la vie internationale. La plupart, pour se faire de bénéfices colossaux, ils ont trouvé de voies détournées pour avoir du minerai, mais qui utilisait pour avoir tout ce minerai-là? C'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit gangster à côté de grands gangsters. Moi, la Bitinda, va s'aimer les deux autres Congo, nous allons te soutenir. Un commissionnaire. Un commissionnaire. Un pays de petits assassins. À la tête d'un certain Gagani. Vous pensez que le Rwanda peut agresser le Congo sans le soutien de multinationales et certains États gangsters de l'Occident? Non, le Rwanda a le soutien de l'Occident. En fait, cette approche de la vie internationale commande à la République de faire un lobbying aussi sur le plan international. J'apprécie toute la démarche que notre président est en train d'entreprendre, de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Parce que l'image qu'a la République sur le plan international, c'est l'image d'un État faible, de dirigeants corrompus, de gens qui ne peuvent rien faire. On est allé même à considérer notre président comme un président faible, alors qu'il prouve ses qualités d'un bon dirigeant. Aujourd'hui, sur le plan international, il faut se bousculer. Si vous ne vous bousculez pas, si vous ne faites pas pression, on va vous ignorer et vous serez effacé. Et c'est comme ça que, au niveau de la scène internationale, et donc la République démocratique du Congo a remporté plusieurs victoires, et les victoires remportées par la RDC a donc signé, sanctionné, disons, les défaites diplomatiques de Kagame. Exactement. C'est ça ce que je vous ai dit. Les gens critiquaient le président de la République de faire trop de voyages. Mais il est aux commandes, il sait ce qui se passe. Quand il voyage, il écoute certains dirigeants, ce qu'ils disent de la RDC. C'est pourquoi il doit mener cette campagne pour changer, inverser les choses. Mais à quand cette victoire ou ces victoires diplomatiques remportées par la RDC contre le Rwanda dans cette guerre d'agression peuvent justement conduire à la victoire de la RDC? En fait, le droit public international, c'est un droit très vague. Vous avez toutes ces organisations régionales sont dans la plupart du temps financées par ceux qui veulent le minerai du Congo. Ils peuvent prendre des positions, mais qui ne seront pas soutenus. Parce que ce sont des mots qui n'auront pas de base. Il faut chercher à asseoir ce mot, soutien diplomatique à la RDC. Mais l'accompagnement, c'est ça le problème sur la vie internationale. Jusque-là, il n'y a pas d'accompagnement par rapport à leur... C'est ça qu'il faut mener comme campagne pour que toutes ces déclarations faites par les pays occidentaux, africains, soient accompagnées d'effectivité. Mais à quand? Mais à quand? Parce que dans l'entretemps, les mouvements terroristes du M23, en coalition avec AFC, soutenus par le Rwanda, continuent leur progression. On dit que l'appétit vient en mangeant. Déjà, ils ont la ville de Goma, la ville de Bukavu, et dans leur menant là, ils goûtent d'aller dans d'autres provinces. Et de l'autre côté, nous attendons toujours l'effectivité de ces victoires diplomatiques, mais sur le terrain, concrètement, on ne voit encore rien. Deux choses à faire. La diplomatie enseigne, la guerre enseigne.
On fait les deux à la fois. Et comment faire avec la diplomatie? Les résolutions sont prises, mais on ne les exécute pas. Il faut y aller jusqu'au Conseil de sécurité. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a aussi un autre projet. Il y a aussi un autre projet des résolutions qui a été prise à l'unanimité des membres de l'Organisation des Nations Unies, justement pour aboutir au retrait du Rwanda. Une décision, quand on a une résolution, ne demandez pas à ceux qui ont pris cette résolution de l'exécuter. C'est à vous de mener les démarches pour l'exécution de la décision que vous avez. Est-ce que ces démarches sont déjà en voie d'être menées? Est-ce que ces démarches déjà sont en train d'être menées? Est-ce qu'on voit les choses de cette manière-là? Je pense que les conseillers diplomatiques du chef de l'État, lui-même qui est un grand diplomate, il sait que les résolutions peuvent être prises mais non exécutées. Il faut faire pression. Il faut faire pression, il faut avoir des amis qui vous accompagnent dans l'applicabilité de ces résolutions-là. Il doit avoir des amis qui vous accompagnent. C'est ça ce que j'appelle un grand lobbying pour qu'on accompagne la RDC. On ne peut pas rester à genoux. Il ne faut pas se contenter des résolutions et abandonner la guerre. La guerre, on peut le jouer, mais on peut la gagner aussi. Il y a des moments quand on fait la guerre, on peut perdre. On fait d'autres contours pour gagner la guerre. Perdre aujourd'hui Goma et Bukavu, cela ne signifie pas qu'on a perdu la guerre. La guerre continue. C'est question d'en prendre d'autres stratégies. Alors, est-ce que cette guerre contre le Rwanda, cette victoire diplomatique que nous avons déjà remportée, parlons maintenant de cette guerre contre le Rwanda, est-ce que nous pouvons remporter la victoire sur le plan militaire à ce stade? Parce que nous attendons justement la réaction sur le terrain de la communauté internationale, mais ça n'arrive pas encore. Alors, nous-mêmes, en interne, à ce stade, est-ce que nous sommes capables militairement de pouvoir remporter la victoire? Parce qu'on en a vu, nos militaires sont en train de reculer face à l'offensive des rebelles. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire par là. L'histoire de l'humanité nous enseigne beaucoup de choses. Jusqu'à ce jour, la Palestine résiste contre l'Israël, qui a des armes très sophistiquées, soutenues par les Américains. Eux-mêmes, c'est un pays d'une haute technologie militaire. Mais la Palestine résiste à l'Israël jusqu'aujourd'hui. Combien de fois les Américains ont échoué en Afghanistan? Et c'était toute l'organisation de l'OTAN. La guerre, il faut la faire avec détermination. Dans la guerre, il y a des contours. Dans la guerre, il y a des stratégies de défense qu'il faut redéfinir. Il faut redéfinir parce qu'on a comment on a échoué. Maintenant, le président de la République comprend où était la faille. Où était la faille. Il comprend maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que j'appelle, il faut toujours redéfinir les choses. On n'a rien perdu. C'est l'ennemi qui a emmené une partie de notre territoire. Mais ce territoire nous appartient. C'est à nous, le Congolais. Ça va nous revenir. Mais dans notre temps, le président de la République, qui était en réunion, hier a fustigé quand même le comportement de certains acteurs politiques. Parlons justement de ceux qui sont même au sein de l'union sacrée de la nation, sur qui il comptait, mais il semble être déçu, même du côté de l'armée, au moment où nous sommes en train de chercher à reconstituer nos forces militaires, à conjuguer toutes nos énergies, mais en interne, il y a encore un problème, alors que nous devons faire face
à l'ennemi très rapidement. Nous devons riposter sans tarder. Vous savez, monsieur le journaliste Nico, le président de la République actuelle trouve l'armée mixage, brassage. Mais avec quel type d'homme on doit redéfinir les choses? On doit redéfinir les choses. Mais l'union sacrée. Avec un effectif de l'armée dont il ne maîtrisait pas le nombre, quand on parlait des... on citait des nombres, et puis, mais finalement, sur le terrain, le nombre que l'on considérait des militaires qui devaient défendre la patrie, eh ben, sont très minimes. Vous savez, on doit redéfinir les choses, surtout sur le plan militaire. Nous avons un problème sérieux sur le plan militaire. Je ne suis pas spécialiste pour faire un débat de la redéfinition, mais les acteurs importants à la tête, le président de la République, c'est lui qui est le patron de l'armée. En tant que commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise. Il doit redéfinir les choses. Et vite, et d'une manière très 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 urgente. Et c'est simple de contourner cette guerre et de la remporter. Si le président de la République se mettait et redéfinissait les choses d'abord lui-même, comment voulez-vous qu'on ait à la tête de certaines unités les commerçants, les gens qui font le business? Les militaires ne font jamais de business. Vous avez des militaires qui ont des bateaux, qui sont dans le carburant. Mais au fait, est-ce qu'ils peuvent accompagner le président de la République? Ils n'ont pas ce temps-là. Et c'est pourquoi on est en train de chercher l'effectif avec le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, qui en ce moment-là même, il est en tournée, en train de sensibiliser les jeunes, de pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée. Mais bon, on peut quand même compter sur eux. Ça ne suffit pas. Il faut recruter un grand nombre. Est-ce qu'avoir un grand nombre, ça suffit? Il faut encore une formation. Il faut l'expérience. Il faut l'expérience. Dans ce pays, nous avons des gens qui ont combattu le rebelle au Tchad, au Rwanda. Nous avions des gens qui allaient. On m'a rencontré une histoire quand on est allé prendre la dépouille de l'ancien président rwandais Habyarimana. C'était quelques commandos de la garde spéciale d'esprit à l'époque. Ces gens existent. Mais quand même, on va saluer cet acte ou bien des instructions que le président de la République a données aux membres du gouvernement de pouvoir, en tout cas, mettre en place des mesures très urgentes et immédiates pour pouvoir augmenter la solde et les crimes des militaires. C'est quand même quelque chose à encourager. Le problème, même à l'état actuel, le solde, primes, nourriture, tout ça existe. Est-ce que ça arrive à la destination? C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons. Mais le chef de l'État devait veiller quand même auprès de personnes. C'est pourquoi on doit redéfinir les choses. Quand vous avez le même gens qui ne vous aident pas, qui n'aident pas la République, est-ce qu'il en manque dans la République? Il faut chercher ces oiseaux rares qui ont l'amour du pays, le patriotisme. On peut emmagasiner autant de biens, autant d'argent. Mais est-ce que l'argent arrivera à la destination? C'est ça le grand problème dans ce pays. Quand vous donnez de l'argent pour ça, quelqu'un va acheter un immeuble. Oh oui. Il se tape un bon immeuble là et puis les bénéficiaires sont en train de pleurer. De pleurer. Non, nous sommes un pays grand. On doit démontrer notre grandeur par les actes patriotiques que nous posons pour le bien de ce pays.
Il nous appartient. Alors, maître, parlons quand même de ce membre du gouvernement que nous trouvons exceptionnel et qui sont en train de défendre quand même le pays, qui sont en train de se battre bec et ongle pour qu'on retrouve cette paix-là. Comme la ministre, commençons par le vice-ministre de la Défense, Samia Doubango, qui a eu à prendre part à une réunion des membres du Conseil des sécurités de la communauté des États d'Afrique centrale. Il a tapé du poing sur la table pour exiger à cette communauté de pouvoir justement imposer des sanctions au Rwanda, de pouvoir se retirer. On sent quand même que c'est un patriote qui a besoin que les choses puissent changer. Il a tapé du poing sur la table et il a dit clairement en face de ces dirigeants-là que si vous n'arrivez pas à rencontrer les attentes de la RDC, eh bien, nous allons nous retirer. Mais vous savez, ces organisations régionales, comme je l'ai dit là, ils peuvent prendre des résolutions, mais sur terrain, à Goma, on avait la MONUSCO, on avait le militaire de tous ces États-là. Évidemment. Mais comment Goma a tombé alors qu'ils étaient là? Les discours politiques international a été toujours triqué. Même les soutiens de l'ennemi peuvent vous soutenir. La France a fait une déclaration politique demandant au Rwanda de se retirer. Mais c'est la France qui est considérée comme la force qui soutient le Rwanda. Il semble que le Rwanda a le soutien de la France. Évidemment, c'est ce qui s'est dit tout haut. Tout le monde le sait, que le Rwanda bénéficie du soutien de la France. Alors, dans ces conditions-là, taper fort sur la table pour que les États africains, mais le comportement de du Rwanda viole tous les textes internationaux de protection des droits de l'homme, même les dispositions pertinentes sur l'intégrité territoriale d'un État membre. La charte africaine a été violée massivement par le Rwanda, qui ignore que la RDC est agressée par le Rwanda. 10 000 militaires qui ont franchi la frontière pour entrer, mais c'est l'intégrité territoriale de la RDC qui est mise en mal. Et c'est visible, c'est pas caché aujourd'hui. Interviewé, le président rwandais dit, vous savez, j'ai soutien les M23 pour telle raison. Où est la charte africaine? Où est les différentes chartes régionales? Le droit public international a beaucoup de failles dans sa construction. Alors, maître, on chute déjà avant de parler de la société civile des intègres, mais parlons quand même de cette indignation du président de la République. Alors là, on se pose la question de savoir où sont toutes ces personnes qui chantaient matin, midi et soir, Fachi béton, Fachi ceci, Fachi cela, alors que le président se retrouve pratiquement seul dans les champs de bataille. Il ne faut pas toujours se fier aux exception à quelques personnalités, mais il a dit qu'il s'est senti, en tout cas, abandonné. Je salue ces personnes. En passant le vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, qui s'est mis debout pour accompagner le président de la République. Il y en a également des Guy Luando, pour sensibiliser les jeunes, la population.
c'est notable, patriotique, de prendre des engagements et se mettre debout. Ça montre qu'on a l'amour de sa patrie. C'est ça. L'indignation du président de la République peut être fondée dans la mesure où il se disait qu'il est accompagné. Mais alors, ces événements sont aussi importants pour lui. C'est très important. Ce sont des événements tests pour voir qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. Tous ces gens qui attendent, parce qu'ils se disaient déjà, ils sont même en train de se dire qu'il ne faut pas beaucoup parler parce que non, on peut arriver ici. Ah oui, il faut se taire, il faut garder sa position. Silence, oui. Pour demain qu'il commence à dire à l'autre que nous vous soutenons, est-ce que tu m'as vu parler? Tu ne m'as pas vu. C'est ça tout le problème. Ce sont de vautours. Ce sont des politiciens charognards. Ils attendent toujours. C'est ça, ça donne de l'expérience du président de la République pendant son règne. Alors maître, on va clôturer ce chapitre pour parler pendant quelques 2-3 minutes de vos structures. À ce stade d'évolution des choses où nos villes continuent à être occupées et que là, il y a plusieurs fronts. Le président de la République se bat bec et ongle avec certaines personnes autour de lui. Mais quelle peut être la solution actuelle, rapide, pour justement récupérer nos territoires et reconquérir, allais-je dire, nos territoires pour le retour de la paix en République démocratique du Congo? Nous avons, dans le cadre de la Société civile des intègres générations conscientes, estimé qu'il était temps de mettre en place un projet de résistance. Chaque Congolais doit résister dans son domaine. C'est ça le moment où on doit valoriser le patriotisme. C'est ça le moment où on doit avoir nos étudiants à la politique. Nous mettre en place de bombes. C'est ça le moment où on doit avoir des ingénieurs congolais capables de mettre de bombes même dans de petits sacs à amener au Rwanda. C'est ça le moment où on doit avoir de félins stratèges. Même si ce qu'ils peuvent écrire pour que ça arrive chez le président de la République n'arrive pas, mais ils doivent se mettre à monter des stratégies, à mettre à la disposition du président de la République. Et ça s'appelle la vigilance Congo. On doit être vigilant. Et ça, ce sont des stratégies que vous avez montées dans votre plateforme ou votre... Nous avons des stratégies déjà en cours quand je vous parle. Mais vous êtes trop silencieux. Compte tenu de nos disponibilités, nous faisons ce que nous pouvons faire. Ce que nous faisons ici, c'est pour emmener. Quand on passe cette émission, vous pouvez croire que ce n'est pas éducatif, mais c'est très éducatif. Parce qu'ils vont nous suivre, ils vont avoir quelques éléments importants de ce que nous avons dit. Ils peuvent être à côté du président de la République, lui donner toutes ces données dont nous mettons à la place publique. Nous travaillons déjà sur un projet et ce projet doit se faire avec le chef coutumier. Parce que ceux qui mettent de côté les chefs coutumiers dans cette guerre, ils ne le font pas bien. Il faut que le chef coutumier accompagne le chef de l'État dans cette bataille. Pour quelle raison? Ils ont la maîtrise de tout le coin de la République. Le président de la République ou ses services doit être en contact avec chaque chef coutumier de chaque village
avoir des informations à chaque instant. Qui peut informer mieux qu'un chef du village? Parce que ces gens vont au champ, ils voient les ennemis. Là où nos services n'arrivent même pas, là où nos services n'existent même pas. Mais s'il a déjà ces informations, qu'on a vu une ligne de gens entrés, qu'on ne sait pas identifier, déjà l'État peut commencer à investiguer pour connaître ces gens viennent d'où, ils viennent faire quoi. Les vraies informations doivent venir de la source. Et nos services peuvent bien travailler sur ces informations. Et là, ce sont des chefs coutumiers qui doivent être bien sélectionnés, à qui on a des informations sûres et qui ont un bon témoignage parce que, vous le savez évidemment, Maître, qu'il y a des chefs coutumiers qui sont prêts à tout. Oui. À collaborer avec l'ennemi. L'ennemi. Mais c'est pourquoi on doit avoir des informations qui viennent de chefs coutumiers. Parce qu'eux-mêmes savent qui collabore avec les ennemis. Donc l'État doit faire un travail très important. J'ai vu le président de la République en train de sensibiliser à un certain moment les chefs coutumiers, mais pas à un certain moment, ces rencontres-là ont été mis suspendus à un certain moment. Alors que ce sont des acteurs très très importants. Le président de la République doit vraiment travailler là-dessus. Nous avons mis en place ce projet, bientôt que nous allons finaliser, dans les semaines qui viennent. Nous aurons d'ailleurs le temps d'en parler en large. Oui, dans le temps qui vient, nous pouvons déposer ce projet par transmission à la présidence de la République, au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Pour qu'on prenne cette considération à bras le corps. Parce que les chefs coutumiers sont des acteurs très 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 importants. Mais qui sont négligés. Négligés, on n'a pas besoin de leurs informations. Et moi, j'ai toujours été étonné de voir la manière dont réfléchissent les chefs coutumiers, parce qu'il y avait une image qui était que les gens avaient de ces autorités traditionnelles, comme quoi elles n'ont pas étudié. Or, les autorités traditionnelles, en tout cas, ils partagent une intelligence incroyable. Ils dégagent une intelligence incroyable, mais parfois, ils ne sont pas consultés, ils ne sont pas alors que la loi qui fixe le statut de chef coutumier en République démocratique du Congo demande au pouvoir public de consulter les chefs coutumiers. Je vous dis, les chefs coutumiers ont la maîtrise totale du pays. Les hommes politiques viennent, passent. Les chefs coutumiers sont là et restent. Le pouvoir traditionnel est très important. Il doit accompagner le pouvoir politique. On a négligé cette donne plusieurs années. Et ce sont de vrais informateurs. J'en ai une idée. J'ai conseillé le président de l'association en ATC, ville province de Kinshasa, Willy Mabiaramto. Mais récemment, dans cette structure, il est écarté. Non, il était parmi les gens qui ont vu le président de la République. Ok. Mais quand il y a eu cette affaire de Mubondo ici, on a eu des informations. Nous avons écrit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens donnent raison que les informations là venaient de chefs coutumiers qui appellent président. Ici, on a vu des gens entrer. Lui a appelé aussi, il a informé les autorités. C'est comme ça que nos services sont allés enquêter et ont trouvé qu'en réalité, il y avait des problèmes. Il y a longtemps qu'un chef coutumier a écrit de Maïndomé pour informer aux autorités que là où la rivière Maïndomé
pénètre dans notre fleuve Congo. Enfin, c'est le Congo-Brazza, mais il y a des mouvements réguliers là-bas. Cette information a été donnée. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'était vrai. Voilà, maître, nous aurons le temps de parler en large, en long et en large par rapport à cette question. Parce que là déjà, on nous fait signe que nous avons déjà épuisé toutes nos minutes. En 30 secondes, maître, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre justement ou que faire pour le rétablissement de la paix en conclusion? En conclusion, les initiatives diplomatiques sont bonnes. Nous saluons les efforts qui donnent des résultats comme vous le constatez avec nous. Mais nous disons, on ne négocie pas avec l'ennemi. Celui qui a violé ta femme, qui a tué les enfants, qui a tué tes enfants, qui a coupé les têtes pendant que vous êtes là, on ne négocie pas avec lui. Il faut demander au président de la République d'oublier les propositions des églises. Si ça venait de l'église kimangiste, je pouvais conseiller le président de la République d'adhérer. Mais vous avez vu l'église kimangiste, la véritable, la nôtre, n'est pas dans ces histoires. Parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas une bonne finalité. Ces gens qui ont amené les colonisateurs ici, la voie par laquelle les colons sont venus, ils ne peuvent pas donner quelque chose de bon aux Congolais. Pas question de dialogue, on ne dialogue pas avec l'ennemi, on ne négocie pas avec le rebelle. Le rebelle, on doit se battre. Ça ne dit rien, ça ne veut pas dire que parce que Goma Bukavu se trouve aujourd'hui entre les mains des rebelles, que nous avons perdu la guerre. On doit seulement redéfinir notre manière, on doit avoir d'autres nouvelles stratégies. Le président de la République doit faire tout pour trouver des gens capables à l'accompagner dans cette guerre. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup, maître Moulamba Mpoyi Djamale. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous êtes le président de la société civile des Intègres Génération Consciente et vous êtes également le président de la Sentinelle du Congo. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, dans ce numéro de l'émission Paramètres. Je suis très content et flatté. D'habitude, comme vous le connaissez, nous serons toujours avec vous pour émettre notre point de vue sur la situation de notre pays, le seul que nous avons. Nous, on n'ira pas ailleurs. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et c'était là votre émission Paramètres qui a abordé aujourd'hui la question du dialogue entre Congolais. La démarche qui a été initiée par le tandem de Senko et CC. Sur ce plateau, comme vous l'avez évidemment remarqué, notre invité a décliné cette démarche. Il a refusé pour dire qu'on ne dialogue pas avec l'ennemi. Il est allé plus loin pour dire qu'on ne dialogue pas avec le rebelle. Il a soutenu tous les efforts entrepris par le président de la République pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, qui a salué également toutes les victoires diplomatiques remportées par la République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs mis en mal, en difficulté, les sanguinaires Paul Kagame. Vous étiez nombreux à nous suivre, merci. On se retrouve pour un nouveau numéro avec plaisir.